Raphaël Diaz Belloli. Comment en est-on arrivé là? Ouais, je me suis posé la question et je pense que vous êtes beaucoup à vous être posé la question. Comment en est-on arrivé là? Et pour vous dire la vérité, les amis, pour être tout à fait honnête, cette vidéo, vous me la réclamez depuis pas mal de temps. Elle a été repoussée, elle a été repoussée. Pour quelle raison? Ben, c'est tout simplement que malgré sa forme depuis pas mal de mois maintenant, j'ai eu beaucoup de mal à me l'admettre. Dans un coin de ma tête, je me disais toujours... C'est un feu de paille, c'est un joueur en forme qui va finir par redescendre, donc ça serait peut-être mieux. Peut-être que je me le dis encore, hein, toujours dans un coin de ma tête inconsciemment, je me dis... Est-ce que ça serait pas mieux d'attendre la fin de saison pour tenir certaines conclusions? Après, cette vidéo ne sera pas une vidéo qui tient des conclusions, mais juste un constat. Mais le truc, c'est que j'attends, mais le feu de paille ne s'éteint pas, les amis. Raphinha n'est pas un joueur en forme. Lorsque tu es en forme sur une période, au bout d'un moment, tu peux revenir à ton niveau réel, à ton niveau moyen. Mais là, Raphinha, il est entré dans une nouvelle catégorie. Ouais, je pense que c'est le cas de le dire, parce que ce n'est pas une question de 2 mois, 3 mois, ça commence à s'éterniser, tout comme c'est pas de danse d'ailleurs. In these games, pressure does not exist. By playing them, you're already a winner. Very nice. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, tel que je l'ai dit en début de vidéo, Raphinha est entré dans une nouvelle catégorie. D'ailleurs, je vous rappelle que j'avais mis une barre de 30 goal assists pour Raphinha, mon objectif depuis le début de la saison. Eh bien, c'est parce que dans ma tête, Raphinha, s'il avait atteint ce nombre-là, c'était peut-être en fin de saison s'il réussissait sa saison. Je pouvais pas imaginer une seule seconde que Raphinha allait pulvériser sur le corps, parce que pour moi c'est le cas. Après c'est pas un record, c'est un objectif que je lui fixe. Et dans ma tête, il aurait atteint cet objectif peut-être s'il avait réalisé une bonne saison vers le mois de mars-avril, mais pas au mois de janvier. Ou de décembre même si on veut. Ça prouve à quel point il a évolué. Même moi, je l'ai peut-être minimisé par rapport à ce qu'il est capable de faire cette saison. Mais après, on va pas se mentir en termes d'apport statistique, ce qu'il est en train de réaliser, c'est des stats anormales. Parce qu'à ce rythme-là, Raphinha, il va peut-être finir avec un 40-50 goal assist durant cette saison. Et ça, c'est des stats d'un prétendant au Ballon d'Or. On va en parler du Ballon d'Or avec les comparaisons par rapport à Mo Salah durant cette vidéo. Mais c'est vraiment pour vous montrer que ce n'est pas une saison normale qu'il est en train de réaliser. Et le Barça, les succès du Barça dépendront aussi de sa forme individuelle, en plus du momentum et de la forme collective de son équipe lors des échéances importantes. En parlant de Ballon d'Or, c'est drôle, mais il y a 1 an, voire 2 ans, si on avait associé ces termes-là ensemble dans la même phrase, Raphinha, Ballon d'Or, ça nous aurait accompagné dans un camp de concentration pour aller rencontrer Michael Jackson. Parce que c'était fou de dire ça, personne n'osait dire ça à l'époque. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont scandalisés lorsqu'on parle de Raphinha, Ballon d'Or. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le changement était beaucoup trop brutal. Et vous savez, ça me rappelle quoi ça? Ou ça me rappelle qui? Je vais faire le parallèle tout de suite. Ça me rappelle tout simplement Vinicius. Lorsque Vinicius venait en Europe, il y a beaucoup de gens qui se moquaient de lui parce qu'il ratait des choses, il driblait, mais il savait pas cadrer un tir. Vinicius était, voilà, la cible de plein de moqueries. Du coup, lorsque ça a commencé à parler de Vinicius Ballon d'Or au bout d'un moment, tout le monde était scandalisé de la même manière quand on parlait aujourd'hui de Raphinha. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que Vinicius a évolué, c'est qu'il l'a prouvé aussi au plus haut niveau, dans les plus grands matchs, notamment en Ligue des Champions. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Raphinha. Raphinha, au début, il se ratait dans les plus petits matchs, on se disait qu'il était limité, il n'allait jamais réussir à devenir un grand joueur. Peut-être un joueur moyen, un joueur de complément, mais jamais un joueur capable de te mettre des triplés contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc Raphinha est en train petit à petit de rentrer dans cette catégorie de joueurs-là. Pour moi, je parle uniquement pour moi, sur son niveau individuel, il n'y a absolument rien à redire. Derrière, il va falloir confirmer jusqu'à la fin de la saison. Là, on fait cette vidéo parce que on ne peut pas ne pas en parler. Ce qui se passe, ce n'est pas commun. C'est la raison pour laquelle on en parle. Mais il y a encore du chemin avant de se dire que ça y est, Raphinha est installé définitivement dans cette cour-là des grands joueurs, des très grands joueurs, dans les meilleurs joueurs du monde. Pour l'instant, il en fait partie. Ce n'est pas encore définitif, tout va dépendre de l'évolution. Aujourd'hui, il entre, à mon sens, dans le prime de sa carrière. Il va avoir quoi, 27-28 ans. C'est un joueur qui a progressé, qui a évolué, ça faut le mentionner. Mais c'est aussi et surtout un joueur qui a été mal compris. Pour parler de ça, il faut qu'on fasse une rétrospective dans la carrière de Raphinha.
faut revenir en arrière parce que il y a bien une chose qu'on remarque chez Rafinha tout au long de sa carrière et même sa carrière au Barça plus récemment, c'est que c'est un mec qui fonctionne à l'affect. Parce que lorsque Rafinha signe au Barça, il y a déjà des attentes énormes vis-à-vis de lui, un Brésilien qui signe au Barça, un Brésilien en plus qui avait des images de skills lorsqu'il était à Leeds, etc. Donc voilà, les attentes étaient extrêmement élevées. Il y a déjà ces attentes-là, mais surtout derrière, il y a un problème majeur. Pourquoi je disais que Rafinha n'a pas été compris, c'est que lorsqu'il arrive à Barcelone, tout le monde s'attend à ce qu'il fasse du Neymar, tout le monde s'attend à ce qu'il fasse du Romario. Et même Xavi n'a pas compris tout de suite c'était quoi Rafinha. Je pense que même Rafinha, lui de base, ne savait pas quelle était sa meilleure position sur un terrain de football. Et donc, naturellement, Xavi l'a utilisé comme un ailier classique, traditionnel, à coller la ligne. Et vu qu'il arrivait dans un nouvel environnement, avec la confiance qui était en lui déjà de base, avec l'excitation du nouveau club, tout ça, il y a beaucoup qui oublient, mais Rafinha, il fait des débuts très prometteurs, très intéressants. Parce que lors de la pré-saison, il marque un golazo face au Real Madrid. Déjà là, on voit ses qualité de base, une frappe de loin comme ça pour trouer les cages de Courtois. Et puis juste derrière, lors du Gamper, Rafinha, il est sur le côté gauche. Il y a une action, il est sur le côté gauche, il te sort un geste de Brésilien classique Joga Bonito pour éliminer un joueur. Et là, tout le monde s'enflamme tout de suite. Et même lorsqu'il joue ses premiers matchs en Liga contre Valladolid, je me rappelle très bien, il sort, il me semble, d'une passe décisive pour Lewandowski. Voilà, tout commençait sur des chapeaux de roue. C'est derrière, ça se complique. Pourquoi ça se complique? Parce que ça se complique aussi d'abord et avant tout pour le Barça dans le jeu sous Xavi. C'est la deuxième saison de Xavi, c'est celle où le Barça gagnera la Liga, mais il y a eu beaucoup de problèmes dans le jeu, dans l'animation. Xavi, on va pas se mentir, ça aussi c'est un problème qu'il va falloir mettre en avant dans la gestion de Rafinha lors de sa signature au Barça, c'est que tout simplement Rafinha, c'était le protégé de Deco. Deco, c'était son agent, c'est Deco qui a tout fait pour le faire venir au Barça. Et de l'autre côté, Dembélé, c'était le protégé de Xavi. Xavi considérait Dembélé comme le meilleur ailier du monde. Donc en partant de là, déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est question aussi de confiance. Xavi avait une préférence très claire pour Dembélé. Rafinha lui-même l'a confirmé il y a quelques semaines en arrière qu'à chaque fois qu'il faisait un bon ou un mauvais match, il savait qu'il sortirait systématiquement à la 60e minute. On le voyait même être très frustré sur le banc de touche, parfois en sortant. Et donc, ouais, on sent qu'il a un manque de confiance de la part de son coach, il le ressent. Et là, on l'a dit, Rafinha, c'est un mec qui fonctionne à l'affect. Il sentait qu'il y avait une préférence pour Dembélé. Peu importe si Dembélé était bon ou mauvais, c'est Dembélé qui serait le protégé entre guillemets du coach. Paradoxalement, ça je parle de Xavi en négatif, c'est Xavi qui aura débloqué aussi Rafinha. Parce que là on pourrait penser que c'est Hansi Flick, mais c'est Xavi qui était celui qui a débloqué le potentiel de Rafinha. On en vient tout à l'heure. Du coup, cette période-là, dans laquelle Dembélé était préféré à Rafinha, mais Rafinha l'a mal vécu. Malgré son mental d'acier, malgré son caractère, ça reste un être humain. Et je pense qu'il a totalement perdu confiance en lui. Parce que vous savez, l'exemple des dribbles. Rafinha, c'est un joueur électrique, c'est un joueur, entre guillemets, d'instinct, qui est capable d'éliminer, qui est capable de marquer des buts, qui est capable d'aller assez vite. Et vous savez, en règle générale, ces profils de joueurs-là, ça fonctionne à l'instinct, à la confiance. Vous remarquerez que même Lamine Yamal, parfois, lorsque les matchs débutent, il va tester son adversaire. C'est un jeu d'intimidation. Vous allez voir Lamine Yamal essayer d'éliminer une fois, deux fois son latéral gauche. S'il voit que là, il est en confiance et qu'il est dans un bon jour, il va lui faire passer une sale soirée. Tout ce qu'il va tenter, ça va réussir. Et ça y est, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, lorsqu'il va essayer, lors d'un match, en début de match, remarquez très bien, il va essayer une fois, deux fois, il voit qu'il passe pas et que le latéral est en place, il est en confiance, il a gagné ses deux premiers duels. Ben, qu'est-ce que Lamine Yamal va faire? Il va simplifier son jeu, il va moins essayer de provoquer balle au pied, il va plus préférer donner la passe et ouvrir le jeu de l'autre côté. Et Rafinha, dites-vous que ça, il l'a vécu pendant de longues semaines, des mois, voire des années. À chaque fois qu'il essayait, il a perdu confiance en lui. Mais vu que lui, dans sa tête, c'est un mec qui se dit, plus je force, plus je vais revenir à ce que je faisais de bien avant, ben il s'est entêté, il s'est dit, non, c'est pas parce que je rate que je vais essayer de simplifier mon jeu, essayer d'autres qualités. Il s'est entêté à vouloir éliminer. Ben, du coup, à chaque fois qu'il essayait, il perdait le ballon, il est même allé jusqu'à se faire éteindre par Camavinga dans un classico, alors que Camavinga, de base, c'est pas un latéral gauche. Maintenant, faites le parallèle avec le Rafinha d'aujourd'hui. Parce que le Rafinha d'aujourd'hui, il a joué aussi à droite sous Hansi Flick.
Et on voit la différence. Il est capable d'éliminer Rafinha. Même lorsqu'il joue à droite, il est capable de prendre de vitesse ses adversaires. Il est capable de faire des passements de jambes, rentrer intérieur ou même sortir extérieur et centrer. Ça, c'est un joueur en confiance. Il n'a pas retrouvé une qualité de dribble et de percussion du jour au lendemain. C'est une question de confiance. On a parlé de Dembélé. J'aimerais qu'on parle également de l'impact de notre joueur, aujourd'hui son coéquipier, sur la carrière de Rafinha. Cette personne, c'est tout simplement Lamine Yamal. Vous savez, aujourd'hui, on voit le duo Lamine Yamal-Rafinha qui se complète. Ben, ça n'a pas été toujours aussi rose. Pour ceux qui se rappellent, lors des débuts de Lamine Yamal, il y a Rafinha qui se blesse, il me semble, pendant 2 mois. Et lors de son retour, il trouve Lamine Yamal qui s'est déjà installé à droite parce que c'est un phénomène. C'est comme ça. Vous vous rappelez, à l'époque, je disais une chose. Je vous ai partagé la vidéo de Julie qui racontait ce que Messi était en train de devenir lorsqu'il venait d'arriver au Barça et que si Messi ne s'était pas blessé, que Messi lui aurait pris sa place en étant déjà mineur ou en tout cas très jeune. Malheureusement pour Messi, ben, il se blesse. Je vous disais que si Rafinha ne faisait pas attention, ben, Lamine Yamal risque de lui faire ce que Julie n'avait pas pu faire à Messi à cause de sa blessure, c'est-à-dire lui prendre sa place de titulaire aussi jeune. Et donc Rafinha, lorsqu'il revient, pour ceux qui se rappellent encore une fois, on était là, on avait fait les débriefs la saison dernière. On avait vu Xavi qui a essayé d'incorporer Rafinha dans le 11 sans sortir Lamine Yamal du 11. C'est-à-dire qu'il a essayé Rafinha d'abord en tant que relayeur droit, pas en tant qu'ailier gauche, pas dans le demi-espace gauche, mais bien dans le demi-espace droit comme relayeur droit. Et plein de fois, ici dans les débriefs, on remarquait, c'était visible à l'œil nu que Rafinha faisait tout pour éviter de lancer Lamine Yamal, de jouer, lorsque je demandais de jouer vers Lamine Yamal. Il essayait tout le temps de renverser le jeu pour privilégier d'autres options, même si Lamine Yamal parfois était mieux placé pour marquer. Je pense qu'il sentait que derrière lui, ça commençait à chauffer, que le gamin allait forcément lui prendre sa place. Ouais, il était un peu égoïste envers Lamine Yamal. On l'avait dit ici dans plein de débriefs. Jusqu'à ce que Xavi décide de décaler de nouveau Rafinha, cette fois-ci, pas en tant qu'ailier gauche qui colle la ligne à gauche, mais plutôt dans le demi-espace gauche. Et ça va changer le cours de la carrière de Rafinha. Parce qu'à ce moment-là, il se passe entre-temps la double confrontation face au Paris Saint-Germain et plein de matchs dans lesquels Rafinha il brille dans ce demi-espace gauche. Et comme point d'orgue, donc, ce match face au Paris Saint-Germain lors du match aller, même match au retour, il marque aussi, malgré l'élimination. À ce moment-là, je pense que Rafinha avait compris, que Xavi avait compris, que tout le monde avait compris que son meilleur poste, c'était celui-là. Pourquoi? Parce que c'était le poste qui mettait le plus en valeur ses qualités, c'est-à-dire le jeu sans ballon, c'est-à-dire les projections dans la surface de réparation, ce côté un peu axial qu'il aime, mais aussi un peu de liberté. Il n'est pas collé là dans une zone restrictive à gauche comme à droite où il ne doit pas sortir de sa zone. Vous savez, le jeu de position avec les ailiers, comment c'est restrictif. Non, cette fois-ci, il commence à avoir un peu de liberté. Il touche beaucoup plus de ballons et se retrouve dans des positions pour marquer beaucoup plus de buts. Et là, ça change. Ça change parce qu'on se rend compte en fait qu'il est complémentaire avec Lamine Yamal. Ce n'est pas un concurrent, c'est plus un partenaire. On commençait déjà à voir les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça a commencé sous Xavi, mais lorsque Flick est arrivé derrière, là, il a lâché les chevaux par rapport à Rafinha. Déjà, c'est un jeu beaucoup plus offensif. Le Barça se procure beaucoup plus d'occasions, mais surtout, il donne énormément de liberté à Rafinha. Malgré le fait qu'il soit dans le demi-espace gauche, on voit parfois, même en début de saison, Rafinha revenir à droite, revenir au milieu. Il a une sorte de liberté qu'il n'a jamais eu auparavant. Et je pense que depuis Bielsa, c'est le coach, je pense, qui a donné le plus de liberté sur un terrain de football. Et derrière, il s'en sert à son avantage. Rafinha, il organise le jeu, il crée du jeu, il marque des buts, il est partout en fait, il est omniprésent. Et lorsqu'on voit le nombre d'occasions créées, là je vous montre la stat, c'est n'importe quoi. Rafinha, on pourrait penser qu'il fait que marquer des tapines ou quoi que ce soit, mais c'est un joueur qui crée énormément pour ses coéquipiers. Là c'est simple, en Europe, dans les 5 grands championnats, c'est le joueur qui crée le plus de grosses occasions. Je pense qu'il est à 67 grosses occasions créées. Le deuxième, ça doit être Cole Palmer qui doit être à 65. Et dites-vous qu'en Liga, le deuxième de cette liste, et je pense que c'est Alex Baena, qui lui aussi est très fort, faut l'avouer, est à une 50aine de grosses occasions créées. Donc c'est vous montrer à quel point ce joueur-là est complet. Il est là dans toutes les statistiques, dans les gros matchs, il est présent. Ce n'est plus, encore une fois, le même joueur. C'est un joueur qui est en confiance, qui a progressé dans plein de domaines, qui a non seulement maximisé ses capacités, son jeu encore une fois sans ballon, mais aussi qui a progressé dans d'autres domaines, notamment sa faculté à être un meneur d'hommes, un leader. Et ça, je pense que ça a commencé aussi avec le Brésil. Les performances ont suivi d'abord,
mais c'est un joueur qui devient de plus en plus vocal, un joueur qui rassemble, un joueur qui est écouté. Parce que Rafinha, on n'en parle pas assez, il est l'un des capitaines du Barça, mais ce n'est pas le joueur le plus ancien. En règle générale, au Barça, en Espagne, c'est l'ancienneté. On choisit le capitaine en fonction de son ancienneté. Et là, pour le coup, ça a été un vote. Il y a bien sûr des joueurs anciens tels que Frenkie de Jong, tels que Araujo, mais Lewandowski aurait pu passer devant Rafinha parmi les capitaines. Ferran Torres est plus ancien que lui dans l'équipe, il n'est pas parmi les capitaines, pareil pour d'autres joueurs. Le vestiaire a voté pour lui, c'est pour une bonne raison. Parce que là encore, on peut revenir en arrière, on pouvait critiquer Rafinha sur plein de choses. Il y avait bien une chose sur laquelle on ne pouvait jamais remettre en question ses compétences, ses qualités, mais ce sont ses qualités de leader. Rafinha, son mental, c'est un mec qui ne lâchait rien, c'était toujours le premier à courir pour ses partenaires, toujours le premier à laisser sa vie sur le terrain pour son équipe. Et lorsque derrière les performances suivent, forcément que tu as envie de suivre un mec comme ça. Un mec qui te met un triplé contre le Bayern, qui 2 semaines après ou 1 semaine après te met un doublé face au Real Madrid, qui est présent, qui court, qui presse de partout, mais forcément que tu le suis. Lorsqu'il parle, tu l'écoutes. Et donc, je pense qu'il a aussi gagné ce respect à travers ses performances. Rien ne lui a été donné. Et donc, aujourd'hui, je trouve que c'est totalement mérité tout ce qui lui arrive. C'est un mec qui a cravaché pour en arriver là. Il n'est pas encore arrivé, mais il est dans une catégorie de joueurs bien restreinte. Du coup, on parle de Ballon d'Or, Qu'en est-il du Ballon d'Or? Vous savez, moi, de base, lorsque j'entends parler de Ballon d'Or en décembre, janvier, je me dis que c'est beaucoup trop prématuré. Je me dis que c'est trop tôt. Pourquoi? Parce que le Ballon d'Or, surtout cette année, il sera déterminé par le nombre de trophées, notamment la Ligue des Champions, on va pas se mentir. Il n'y a pas de trophées internationaux comme l'Euro ou la Coupe du Monde ou la Copa América pour déterminer ou faire perdre des points à certains ou d'autres joueurs. Cette année, ça sera, je pense, exclusivement la Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est très clair. Celui qui gagnera la Ligue des Champions, l'équipe qui gagnera la Ligue des Champions, verra un de ses joueurs couronné Ballon d'Or, en fonction de ce que le joueur montre, encore une fois, dans la campagne européenne. Donc, c'est un peu trop tôt, je pense, pour se projeter et dire que Salah est favori, X ou Y joueur devrait le gagner, Rafinha. Je pense qu'il va falloir attendre. Par contre, ouais, si on doit parler de tendance, Rafinha est clairement dans le haut du panier avec les Mohamed Salah. Et aujourd'hui, moi, je vous mens pas que lorsqu'on parlait de Ballon d'Or, j'avais peur que ça rentre dans sa tête au bout d'un moment et que ça dénature son jeu. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont comme ça. Lorsqu'ils commencent à entendre parler des trophées individuels, ils commencent à penser qu'à eux, ils sont égoïstes. Et ça m'a fait plaisir lorsque j'ai entendu Rafinha parler récemment. On lui a posé la question en conférence de presse. Il a dit tout simplement que lui, de base, les trophées individuels, ce n'est que du bonus. Limite que ça ne l'intéresse même pas. Que lui, il est là pour gagner des trophées collectifs. Qu'il est là pour faire gagner son équipe. Que lorsque son équipe, lorsqu'il gagne et qu'il ne marque pas, qu'il est le plus heureux du monde. Vous savez, il y a des joueurs qui ont tendance à utiliser cette expression-là, se cacher derrière ça pour essayer de faire croire que eux, c'est le collectif qui les intéresse. Mais Rafinha, pour le coup, je pense qu'il fait vraiment partie de ces joueurs-là dont le plus important pour eux, la priorité, c'est vraiment de gagner des trophées collectifs. En fait, ça se voit dans leur manière de jouer. Rafinha, c'est pas un mec égoïste sur le terrain. Comme on l'a dit, c'est l'un des joueurs qui crée, c'est le joueur qui crée le plus de grosses occasions en Europe. C'est un joueur qui crée énormément pour ses partenaires. Parfois, il peut faire des triplés ou des doublés, mais il préfère décaler ses partenaires, il préfère faire des passes décisives plutôt que de marquer parce qu'il veut privilégier la victoire, le collectif. Et donc, ça me fait plaisir de voir qu'il est concentré, qu'il sait que voilà, si de toute façon, il doit gagner un trophée individuel, que ça passera par les trophées collectifs. S'il contribue, ça se passera naturellement pour lui. Et s'il continue sur cette lancée-là, à surtout être présent dans les grands matchs, parce que c'est là la différence entre lui et Salah, à mon sens pour l'instant, c'est que même si Salah a des stats incroyables, tout comme Rafinha, ben c'est que Rafinha a beaucoup plus de moments marquants jusqu'à maintenant. Après, la Ligue des Champions est encore loin d'être terminée, les phases finales vont bientôt arriver, les confrontations directes, les matchs à élimination directe. Je pense que là, si Rafinha continue sur cette lancée-là et qu'il continue à marquer dans les grands matchs et être impactant, ah ouais, à ce moment-là, on pourra parler de favori numéro 1 pour le Ballon d'Or avec Salah. On verra encore une fois comment ça va progresser parce que Salah aussi est dans une grosse équipe, voire la meilleure équipe d'Europe dans la régularité depuis le début de saison. Donc Salah aura forcément des choses encore à prouver. Derrière, ce n'est pas que Salah. Il y a aussi, faut pas oublier, le Real Madrid avec Vinicius, avec Mbappé, qui sont capables eux aussi d'aller
être des acteurs importants de cette Ligue des Champions, avoir des moments forts, parce que c'est ça, tu peux rater ta première partie de saison. Si derrière tu te réveilles et que tu sors de gros matchs lorsque tout le monde regarde, ben ouais, c'est beaucoup plus marquant que de marquer une quarantaine de buts en championnat. Du coup, pour le Ballon d'Or, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Mais oui, Rafinha est sur la bonne voie. Avant de terminer, les amis, cette vidéo, j'aimerais quand même rappeler deux choses. La première chose, c'est que Rafinha est un joueur qui aime le Barça, qui aime vraiment le Barça. Parce que je me rappelle ici, Rafinha, lors de sa signature, ça se battait entre Arsenal et Chelsea, qui lui offrait beaucoup plus d'argent que le Barça. Il a sacrifié un salaire supérieur pour signer dans un club qui était en difficulté financière. Il a sacrifié pas mal de choses pour jouer dans le club de ses rêves. Ça se démontre aujourd'hui à travers ses performances, à travers sa détermination, mais aussi son comportement. Aujourd'hui, c'est un capitaine qui montre l'exemple et qui amène les autres avec lui. La deuxième chose que je veux mentionner, c'est que Rafinha, on en parle comme ça, mais tout ce qui lui arrive, je l'ai dit en début de vidéo, il le mérite. On parle là d'un joueur qui était en comparaison avec Anthony à l'époque pour savoir qui des deux serait une bonne pioche pour le Barça. Beaucoup de gens disaient que Anthony aurait été mieux parce qu'Anthony faisait des roulettes, faisait la toupie. Et aujourd'hui, regardez la trajectoire des deux joueurs. L'un est un flop à Manchester United, il est prêté au Betis, tandis que l'autre est dans des débats du Ballon d'Or. Comme quoi, ouais, dans le foot, tout va vite. C'est important de miser sur le bon cheval, même si parfois tu ne peux pas savoir c'est qui. Et Rafinha, il s'est battu malgré plein de critiques et de personnes qui ne croyaient pas en lui. Il en est là aujourd'hui. Pour terminer, je vais enfin donner de nouveau un nouvel objectif à Rafinha parce que mon objectif de 30 goals assists, ça y est, il a déjà pulvérisé. Du coup, il reste pas mal de semaines, de mois de compétition. Je vais voir si Rafinha est capable d'aller me chercher un 45 goals assist d'ici la fin de la saison. J'ai pas envie de dire 50 parce que, les gars, 50, ça fait beaucoup quand même. Mais allez, soyons fous. Disons 50, il en est à 30. Non, il a dépassé les 30 là maintenant. Disons 50. Si Rafinha arrive à atteindre les 50 goals assists cette saison, les amis, je vous donne encore une fois, je l'ai déjà fait par le passé, un gage que je vais faire, mais c'est vous qui décidez lequel. Vous me dites en commentaire, celui qui aura le plus de likes, et c'est ce gage-là que je ferai si jamais Rafinha atteint les 50 goals assists. Donc, à vous dans les commentaires de vous lâcher, de me dire c'est quoi vos gages de fous furieux, là je vous connais. Abonnez-vous, partagez la vidéo si vous avez des groupes WhatsApp partout sur vos réseaux, à travers vos amis, ça m'aide, ça aide la chaîne à progresser davantage. Allez les amis, on se retrouve très rapidement encore une fois, prenez tous soin de vous, et à très vite.